Bonjour à tous, on va commencer si vous en êtes d'accord. Donc, TMA France est très heureuse de vous recevoir si nombreux ce matin. C'est pas une première, mais on relance des cycles de formation en présentiel, puisqu'on n'est pas en hybride. Il y aura un replay, mais effectivement, vous aurez la primeur de cette formation. Et je suis très content, je pense que les intervenants aussi, que vous soyez déplacés en nombre, puisqu'aujourd'hui, c'est pas évident. Hein, les gens ne viennent pas forcément aux formations, et donc là, je vois qu'il y a un regain d'intérêt, et c'est très bien. Donc en deux mots, effectivement, pour vous présenter TMA. TMA, c'est une association internationale qui regroupe à peu près 10 000 membres dans le monde, spécialisée en retournement, restructuring, et qui rassemble à peu près une vingtaine de professions différentes dans chaque association locale, qui est au nombre de 53 dans l'international, une grosse trentaine aux États-Unis et une vingtaine répartie principalement en Europe et en Asie. TMA est donc une association qui a pour credo de faire se rencontrer les professionnels de restructuring. Ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'organisations, d'événements comme celui-ci, qui permettent aux gens d'échanger sur les bonnes pratiques, notamment, comme ce matin, mais également de créer du lien, tant entre professionnels de la même génération qu'entre professionnels de différentes générations, avec d'autres programmes qui sont Next Gen pour les jeunes, ou encore TMA Now pour les femmes, de façon à être vraiment dans une dynamique de rencontre le plus large possible. Aujourd'hui, nous sommes là pour une formation dédiée à un domaine que nous connaissons tous, qui a suscité beaucoup d'échanges il y a quelques mois lorsque la crise du Covid est arrivée. C'est la notion de PGE, prêt garanti par l'État, et on va parler plus spécifiquement ce matin de la restructuration de ces PGE, puisque on va y revenir. Après qu'un très grand nombre d'entreprises aient pu souscrire à ce prêt, mais maintenant il faut le rembourser, ce qui pose pas mal de petits sujets. Alors je tiens à remercier avant toute chose le cabinet Versen de nous recevoir aujourd'hui dans ces magnifiques locaux. C'est une chance pour nous, ça nous permet de tenir cette formation dans un cadre assez prestigieux. C'est important, et TMA, ses sponsors et ses membres se joignent à moi pour remercier Juliette Bourg, qui effectivement interviendra également, qui a mis cette belle salle à notre disposition. Je vous présente très rapidement les personnes qui sont autour de cette table ronde aujourd'hui. Il y a tout d'abord Béatrice Raoult-Texier, qui est médiatrice nationale déléguée auprès de la médiation nationale du crédit aux entreprises chez Banque de France. Il y aura également Sabine Jean, directeur de banque judiciaire, Banque de l'Orme, qui fait partie de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Daniel Wallmann, administrateur judiciaire associé sur le réseau Réagir. Enfin, Juliette Bourg, avocat consul en charge du département restructuring et procédure collective du cabinet Berset. Et moi-même, Alexandre Minivin, je suis avocat associé au sein du cabinet Oxinomia et également secrétaire général de TMA France. Pour, sans plus tarder, commencer effectivement cette formation, eh bien, Daniel, puisque j'ai l'honneur de lancer les débats, est-ce que tu peux revenir sur le concept et les idées forces de cette notion de PGE dont on va beaucoup parler ce matin? Oui, bonjour à tous. Le PGE, donc prêt garanti par l'État, donc c'est un dispositif exceptionnel qui a été conçu pour une courte durée, qui est dérogatoire puisqu'il repose sur une autorisation de la Commission européenne du 19 mars 2020, au début de la crise Covid, qui a autorisé, encadré les prêts garantis par l'État au niveau européen. Tout de suite après, on a eu l'arrêté du 23 mars 2020
qui a mis en place les PGE, les prêts garantis par l'État, qui a été ouvert à la quasi-totalité des entreprises françaises, hein, à l'exception des entreprises qui faisaient l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une procédure de sauvegarde, ou bien sûr d'une liquidation judiciaire. Les montants empruntés pouvaient représenter 3 mois de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 25% du chiffre d'affaires annuel, ou 2 années de la masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Et ce qui est important, c'est que pour la plupart des entreprises, celles de moins de 5000 salariés et de moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires, donc la grande masse des entreprises, la part garantie par l'État était de 90%. Et qu'aucune autre sûreté, au moment de l'octroi du PGE, ne pouvait être demandée par les banques. Alors, ensuite... Effectivement. Tu as bien résumé ce qu'était le PGE. Alors, Béatrice, est-ce qu'on a quelques chiffres clés qu'on peut mettre en avant pour nos participants aujourd'hui? Tout à fait, bien sûr. Bon, la distribution du PGE, vous le savez, hein, a été une des mesures clés en fait, du soutien public aux entreprises, soutien public en trésorerie, hein, pour amortir le choc de la crise, aider les entreprises à maintenir leurs activités et leurs emplois dans le cadre du quoi qu'il en coûte. Donc au total, globalement, hein, c'est un soutien de 240 milliards d'euros en trésorerie qui a été octroyé sous forme de prise en charge des coûts, c'est donc au travers de l'activité partielle, du fonds de solidarité, et puis des mesures d'endettement, parmi lesquelles le report des charges fiscales et sociales, mais bien sûr les PGE à hauteur de 145 milliards d'euros. Donc ces PGE, en fait, ils ont été octroyés à peu près 700 000 entreprises qui sont à 88% des TPE en nombre. Hein. Et ils ont été octroyés pour les 3 quarts entre mars et juin 2020. Donc une distribution très large, on l'a dit tout à l'heure, Daniel l'a exprimé, qui s'est caractérisée par un taux de refus des banques extrêmement faible, 2,9%, et des interventions de la médiation du crédit dans les cas où il y avait un refus et où une solution pouvait être d'accès au PGE pouvait être envisagée. Petite parenthèse, en 2020, la médiation du crédit a été saisie de 14 000 demandes d'intervention, de 14 000 dossiers éligibles, essentiellement à la suite de refus PGE, c'est 14 fois plus que l'année précédente. Alors une fois qu'on a dit ça, sur les chiffres clés, quelles sont les perspectives de remboursement? C'est un petit peu le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, d'après les informations disponibles, les enquêtes, les études, etc., les retours montrent qu'aujourd'hui, encore une fois aujourd'hui, la très grande majorité des PGE devraient pouvoir être remboursés sans difficulté particulière. Donc je vais y revenir un petit peu plus. Bon, on sait que 66% sont les données données par la FBF des PGE sont amortis sur une échéance de 5 à 6 ans. Et alors maintenant, quelques éléments sur les remboursements, engagés. Donc, sur les PGE souscrits en 2020, 44% ont commencé à être remboursés à l'issue de la première année, c'est-à-dire en 2021. Et 56% commencent à être remboursés en 2022, et pour leur très grande majorité, compte tenu du profil de distribution que j'ai évoqué tout à l'heure, au cours du 2e trimestre. Ça fait à peu près 288 000 PGE. Les retours disponibles, je ne sais pas si ma collègue le confirmera, les retours disponibles montrent qu'à ce stade, en fait, ce remboursement n'a pas fait, globalement bien sûr, l'objet de difficultés particulières. On a estimé fin 2021 à peu près 5%, c'est ce qui ressortait des enquêtes, les entreprises qui évoquaient en fait des difficultés potentielles de remboursement de leur PGE. Donc voilà, on est aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, dans ce schéma, sachant que, bien sûr, tout ça demande à être confirmé dans les mois qui viennent, au fur et à mesure que la crise ukrainienne produira ses effets sur la trésorerie des entreprises. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les différents baromètres, études, enquêtes, et notamment l'enquête conjoncture de juin 2020 de la Banque de France, montre de manière convergente une tendance à l'effritement de la confiance des entreprises dans l'évolution
trésorerie. Donc sans doute pas un problème de masse en résumant, mais au cas par cas, à confirmer bien sûr, mais au cas par cas en tout état de cause, des difficultés d'accompagnement qui ont motivé les différentes mesures de restructuration des PGE dont qu'on va développer tout à l'heure. Merci beaucoup Béatrice de ce vision, de ce recul sur ces chiffres. Alors, Sabine, côté banque, est-ce qu'il y a quelques commentaires sur ce PGE et comment ça s'est passé un petit peu, quel était le ressenti? Parce que vous avez fait beaucoup de choses. Alors effectivement, on a fait beaucoup de PGE. Globalement, les banques sont un peu devenues pendant cette période le bras armé de l'État pour la distribution des PGE. On était quand même soumis à, je vais pas dire une pression, c'était pas aussi fort, mais enfin on était quand même soumis à l'obligation d'accompagner les entreprises dans cette période au travers d'un instrument qui effectivement, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui pour préparer l'avenir et parler de réaménagement et de restructuration. Ce qu'on a fait au moment où on les a accordés, on a expliqué quand même aux clients avec beaucoup de pédagogie que le PGE, c'est un prêt garanti par l'État. C'est pas une subvention, ce sont bien les banques qui décaissent et c'est bien un emprunt qu'il va falloir un jour rembourser. Parce qu'au début, on a quand même eu des situations où les clients arrivaient, j'ai droit à 25% de mon chiffre d'affaires. Non, c'est pas un droit à tirage, non, c'est pas forcément 25%. Et un jour, vous allez devoir le rembourser. Et garantie d'État, ça ne signifie pas abandon systématique si vous n'arrivez pas à le rembourser. Donc ça, c'était vraiment la pédagogie de départ. Donc on a mis en place de façon massive ces PGE. On a essayé quand même de le faire de façon un peu raisonnée, c'est-à-dire que même s'il y a eu assez peu de refus, on a étudié les dossiers comme des dossiers de crédit. Globalement, l'analyse financière était là, on demandait un prévisionnel, on demandait des perspectives. On a aussi essayé d'accompagner au maximum les entreprises qui avaient une chance de pouvoir le rembourser un jour. On est allé un certain nombre de fois en médiation, effectivement. Et ça avait un avantage, c'est que quand on n'arrivait pas forcément à mettre le PGE qui nous était demandé, ça permettait parfois de trouver des voies médianes. On en mettait une partie, on le faisait à plusieurs banques, on faisait accompagner par éventuellement une aide de la région ou de l'État différente. Donc on a eu un petit peu tous les cas de figure, ça a permis de mettre en place ces fameux PGE. Alors, pour rappel, le PGE, on en a déjà un peu parlé, on décaisse, 1 an de franchise, 3 ou 4 mois avant la fin de la première année, on demande aux clients de se positionner sur la suite. Est-ce que vous remboursez la totalité au bout des 1 an? Est-ce que vous remboursez partiellement? Est-ce que vous amortissez? Est-ce que vous reprenez une année de franchise supplémentaire? Est-ce que vous amortissez donc sur 4 ou 5 ans pour rester dans les 6 ans initiaux? On est tenu, là aussi, c'est un dispositif un peu particulier, on est tenu par le choix du client. C'est-à-dire qu'on peut essayer de le conseiller, mais si le client nous dit moi je veux les 2 ans de franchise et amortir le reste jusqu'à la fin, on est obligé de se plier à ça et de mettre en place ce que le client nous demande. Globalement, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas de recul énorme aujourd'hui sur les réaménagements parce qu'on a très peu de demandes, pour être très sincère. Après, c'est pas forcément, enfin, ça peut être inquiétant, je dirais, sur les petites structures. On l'a dit, on est presque à 90% de TPE quasiment qui ont obtenu des PGE, alors pas forcément des montants énormes. Mais de toute façon, quand on est monté parfois à 20 ou 25% du chiffre d'affaires, 25% du chiffre d'affaires, vous fassiez 1,5 million de chiffre d'affaires ou 50 millions, c'est énorme en termes de dettes à rembourser. Sans compter que généralement les sociétés ont aussi d'autres dettes à côté. Donc les questions de réaménagement, on n'en a pas encore beaucoup, mais elles vont arriver. Et donc là aujourd'hui, je pense qu'on prépare quand même largement ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. En 2021, sur les demandes de réaménagement, quelles étaient les durées de réaménagement? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans Alors, globalement, on ne parle pas de réaménagement puisqu'on parle en fait de process dans les 6 mois. En fait, la plupart des entreprises ont pris franchise d'1 an, amortissement sur 5 ans, ou franchise de 2 ans, amortissement sur 4 ans. Donc ils ont pris les durées maximum? Globalement, oui, ils ont pris des durées maximum en général. Alors, je pense qu'il y avait aussi une notion de sécurité et de prudence, ce qui est plutôt bien. Après, je pense aussi que ceux qui se sont positionnés à l'issue de la première année et qui l'avaient eu au tout début, en mars, avril, mai 2020, n'avaient pas forcément anticipé tout ce qui allait se passer après. Parce que là, effectivement, on est dans une situation où un certain nombre de business plans ou de prévisionnels qui ont été mis en place ne sont plus vraiment réalisables. Et on a d'autres problématiques, parce que, alors pour ne rien vous cacher, depuis mars, on a un regain de demande de PGE, première tranche ou deuxième tranche selon les cas. Et là, on commence à avoir un regain de demande de PGE résilience. Donc, on va y revenir techniquement tout à l'heure. Peut-être en complément pour répondre à la question, je reprends des chiffres que j'avais cités tout à l'heure. En fait, sur les données publiées par la FBF, en fait, 66% des PGE au 31 décembre étaient amortis sur 5 à 6 ans. 31%. 66%. 66%, d'accord. Merci beaucoup.
Donc pour poursuivre, Juliette, peut-être si tu as un éclairage, le PGE c'est la France, c'est toujours intéressant d'avoir un petit éclairage international pour voir ce qui s'est fait aussi ailleurs, pour vous donner une association internationale, c'est intéressant de savoir ce qu'on peut en dire. Merci Alexandre et bonjour à tous. Oui, effectivement, à partir du moment où c'est un dispositif européen, c'est intéressant de dézoomer et de regarder aussi ce qui s'est passé très rapidement dans les autres systèmes pays et systèmes judiciaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à mi-2021, l'enveloppe Union européenne des PGE, c'était 3 000 milliards d'euros. Donc voilà, nous en France, on est à 147 milliards. Et ce qui est intéressant, c'est en échangeant à bâton rompu avec des confrères européens, de voir comment eux, dans leur système judiciaire, ils ont anticipé ces remboursements de PGE. Alors, si on prend le cas un peu plus extrême, par exemple la Pologne, ça a été très peu, alors certes plus petite taille, mais c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que eux, pendant la crise Covid, en fait, tout le monde a travaillé. Enfin, le niveau de PGE était très très faible. Donc finalement, eux, la vague, ils l'ont anticipé, ils l'ont eu dès le départ. Après, on a des systèmes beaucoup plus proches de nous, comme l'Espagne, l'Italie. L'Espagne, c'est pas encore d'ailleurs défini sur les modalités de remboursement. Et puis, si on dézoome encore plus large et qu'on va à l'international, j'en ai juste un exemple, pour pas vous faire un inventaire à l'après-vert, mais au Canada, ce qui est drôle, c'est qu'eux, dès le départ, ils ont dit ce sera que des subventions. Donc, ils ont limité l'enveloppe, mais ça a été sous ce cadre-là, ce qui fait qu'il n'y a pas de sujet aujourd'hui de PGE sur ce pays. Et je reviens juste quelques instants sur notre dispositif. Ce que je voulais dire aussi en caractéristique principale du PGE, mais on le connaît tous, c'est qu'il y a peut-être quatre caractéristiques. La première, c'est qu'il a été majoritairement tiré à 90%, ça vous a été dit, par l'obligation de crédit, puisque ça concernait les TPE, mais l'enveloppe était de 70 à 90% sur les garanties de l'État. Le PGE, c'est un prêt c'est un engagement qui est irrévocable et inconditionnel. C'est un accessoire du prêt, c'est-à-dire que c'est bien évidemment la garantie de l'État est un accessoire et elle est unique sur les 4 caractéristiques de la garantie de l'État. Ce qu'on peut aussi se dire comme bilan sur le dispositif exceptionnel, c'est qu'il a été massivement accordé, ça vous a été dit, les chiffres sont parlants. Rapidement accordé, puisque 70% ont été débloqués entre mars et juin 2020, ça vous a été rappelé. Et peut-être le seul bilan négatif, parce qu'en réalité ça a permis à beaucoup d'entreprises d'avoir de la trésorerie, c'est que certaines entreprises n'ont pas pu aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, et c'est normal, les banques devaient regarder les situations qui pouvaient être plus risquées. Voilà. Ça, je crois qu'on l'a tous rencontré dans nos dossiers, on a vu qu'effectivement, 25 c'était parfois inatteignable. Alors Daniel, si on revient, parce que le but du LAFTIer, c'est de parler des PGE qui effectivement ne va pas forcément être remboursé, et revenir un peu sur ce qui s'est passé sur ces PGE, initialement d'une durée, et qu'est-ce qui se passe quand on commence à sentir qu'on ne va pas y arriver ou qu'on ne veut pas y arriver, parce que quelquefois c'est une volonté de l'emprunteur. Oui, effectivement, si on se place dans le cadre d'une entreprise en trésorerie tendue, c'est l'entreprise qui va choisir une franchise de 2 ans et un remboursement sur 4 ans. Et comme les PGE ont majoritairement été accordés au printemps 2020, on arrive là aux situations des entreprises tendues qui doivent rembourser sur 4 ans un PGE qui, s'il a été consommé et s'il atteint 25% du chiffre d'affaires, ça peut être assez compliqué. Sur les situations, donc au début, il y a eu des procédures collectives et dans ce cadre-là, les banques déclarent un événement de crédit et ont droit à une indemnité provisionnelle. Et on parlera ensuite de la situation dans le cadre des procédures collectives. Maintenant, c'est posé la possibilité, comment faire pour échelonner un PGE au-delà de 6 ans, dès lors que c'est au-delà de la durée légale, pour des situations de trésorerie tendues. Il y a donc est venu répondre à la question un arrêté du 8 juillet 2021 qui a prévu que la garantie de l'État pouvait être conservée dans le cadre d'un rééchelonnement de crédit si l'accord passait par une conciliation constatée par le président du tribunal ou homologuée. Et également
un accord de place qui est venu préciser les possibilités de négociation dans le cadre de la médiation du crédit. Je vais laisser parler Béatrice. Tout à fait, voilà. On embraye sur voilà, qu'est-ce qui se passe effectivement pour restructurer ces PGE à deux issues, la médiation du crédit ou développer les procédures de prévention ou procédures collectives. Donc on embraye Béatrice sur la médiation du crédit. Bien volontiers, merci. Bon, si vous permettez, peut-être très rapidement, je vais vous dire quelques mots rapides, je vais être brève, mais je pense que c'est utile pour la compréhension de la suite, sur ce qu'est la médiation du crédit. Donc la médiation du crédit, pourquoi, pour qui ? La médiation du crédit, elle a été créée en 2000 du crédit aux entreprises, en 2008, donc au moment de la crise financière, et sa mission, en fait, elle est inchangée depuis, c'est de laisser aucune entreprise seule face à cette difficulté de financement. Donc c'est refus d'octroi d'un nouveau financement, ça représente d'ailleurs les 2/3 des saisines, un refus de financement bancaire existant, un refus de réaménagement de dette bancaire, des difficultés d'assurance crédit. Donc c'est un dispositif de proximité. C'est gratuit, confidentiel, et c'est exercé dans les territoires par les directeurs départementaux de la Banque de France. Voilà, et c'est ouvert à toutes les entreprises, y compris d'ailleurs maintenant les entreprises de l'économie sociale et solidaire, notamment les associations. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur d'activité. Donc c'est organisé par un accord de place, le dernier donc, de janvier 2021, qui organise en fait le dispositif autour de 2 axes directeurs. L'engagement des banques, l'obligation des banques à venir à la médiation et à maintenir leurs engagements de court terme et de moyen terme pendant la médiation, et en contrepartie, l'engagement de la médiation à ne pas leur faire courir de risques excessifs. C'est un équilibre qui prévaut. Bon, dans les faits, la médiation est saisie essentiellement par des très petites entreprises, à plus de 80%, qui viennent pour l'essentiel du secteur du commerce, 55% en majorité, et des services, et dans une moindre mesure du secteur du commerce, autour de 20%. Donc cela étant dit, le cadre général posé sur la médiation, comment la médiation intervient dans le cadre des restructurations de PGE. Alors, c'est une intervention qui a été spécifiquement prévue, mais qui s'intègre dans le cadre du plan d'action d'accompagnement des entreprises en sortie de crise sanitaire. Donc, vous savez, organiser autour du triptyque, détecter de façon précoce, la plus anticipée possible, les difficultés financières des entreprises, les orienter vers le dispositif le plus adapté et, le troisième point, leur proposer à chacune une solution adaptée à leur situation. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est apparu utile, en fait, de proposer, surtout à des petites entreprises, je vais y revenir, mais par exception à des entreprises de taille plus importante, une solution de médiation, donc de médiation de restructuration du PGE dans le cadre de la médiation, qui s'intègre en fait dans une logique vraiment de cas par cas et qui permet, en complément des procédures collectives, amiables collectives existantes, donc c'est vraiment une voie supplémentaire qui s'offre aux entreprises, de bénéficier d'un réaménagement de leur crédit au-delà des 6 ans, avec une durée cible, on va dire une moyenne de 2 ans, mais qui par exception peut aller jusqu'à 4 ans. Donc on dépasse le cadre des 6 ans avec maintien de la garantie de l'État. Donc on est clairement dans une logique de cas par cas. Et tout ça, en fait, a été mis en place dans le cadre structuré organisé, dans le cadre d'un accord de place spécifique, que citait Daniel, donc l'accord de place du 15 février, et qui est d'ailleurs repris dans les termes, sont repris dans la FAQ de Bercy sur les PGE. C'est la question 56. Voilà, vous aurez tous les détails dans cette... Mais je vais revenir sur le cadre. Alors, c'est une procédure sous condition, et qui, vous le verrez, est une procédure très encadrée. Donc une procédure sous condition. Dans quelle mesure, en fait, donc elle est ouverte aux PME aux entreprises PME qui ont bénéficié d'un ou plusieurs PGE qui, au moment de l'octroi, ne dépassaient pas 50 000 €. Pourquoi ? Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Les PGE ont été octroyés à 88% à des très petites entreprises. Près de 60% des PGE ont un montant inférieur à 50 000 €. On est vraiment dans la cible. Et puis, pour ces très petites entreprises, les procédures judiciaires ne sont pas forcément toujours nécessairement les plus adaptées. Donc l'idée était de proposer, comme je le disais tout à l'heure, une voie complémentaire
qui n'est, j'insiste, pas un droit à restructuration. On est vraiment dans la recherche dans une analyse individuelle. On n'est plus du tout dans les solutions de masse comme lors de la distribution des PGE. Donc ce n'est pas un droit A, c'est une solution personnalisée et qui, j'insiste là-dessus, a vocation à s'inscrire dans le prolongement du dialogue préalable avec la banque. Donc, c'est un point important et ça concerne les cas où le remboursement en capital, en fait, l'entreprise ne serait pas en mesure d'honorer d'honorer ses échéances de remboursement de PGE en 2022. Voilà, et par exception, donc bien sûr l'entreprise ne doit pas avoir au préalable bénéficié d'une restructuration de son PGE, que ce soit dans le cadre de la médiation ou non. Et par exception, on voit l'articulation d'ailleurs avec le dispositif d'accompagnement des entreprises en sortie de crise, par exception, le conseiller départemental à la sortie de crise peut orienter vers la médiation du crédit des restructurations de PGE pour des montants supérieurs à 50 000 €. Ça a une vocation à être exceptionnel et donc limité. Alors, une procédure, je vous disais donc une procédure sous condition, une procédure encadrée. Encadrée qui s'inscrit néanmoins dans le cadre général des saisines de la médiation du crédit directement sur le site internet de la médiation du crédit, c'est un point utile à rappeler. Et alors encadrée, pourquoi ? Parce que l'entreprise doit fournir, et c'est une condition d'éligibilité en fait de sa demande, l'attestation d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, qui précise qu'elle n'est pas en mesure d'honorer ses échéances de PGE en 2022, qu'elle n'est pas en situation de paiement et qu'elle dispose de perspectives commerciales à même d'assurer sa pérennité. Ça, c'est le premier point. Par ailleurs, l'entreprise doit également avoir recueilli la constatation par au moins une des banques concernées qu'elle réunit bien, que son dossier comporte bien l'ensemble des pièces requises, notamment l'attestation. Donc ça s'inscrit aussi dans la logique de prolongement du dialogue avec la banque. Donc la production de cette attestation et de la constatation de la banque sont deux éléments clés sur lesquels, de critères d'éligibilité. Il y a bien sûr d'autres documents à fournir plus classiques, un bilan, compte de résultats des deux derniers exercices clos, le total de la dette bancaire à rembourser, un plan de trésorerie qui, cette fois, est porté à 12 mois, généralement 6 mois en médiation, un état des dettes fiscales et sociales, et puis, bien sûr, tout document qui permettent de justifier la capacité de rebond, parce qu'on est bien dans cette logique d'aider des entreprises en difficulté à passer un cap, mais on s'adresse aussi à des entreprises qui ont une capacité de rebond. Bon, et donc, la restructuration qui est mise en place, elle porte sur un réaménagement du PGE, un allongement de la durée de remboursement, et elle emporte, je dirais, l'ensemble des crédits bancaires à maturité. Donc les autres dettes bancaires, dans un souci d'équité, sont également réaménagées. Et dans le cadre du constat, en fait, qui clôture en fait cette médiation, on doit concrétiser également un accord sur le crédit sur le court terme, sans lequel évidemment le réaménagement du PGE des moyens termes n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Et en tout état de cause, donc on est sur une durée de remboursement, comme je le disais tout à l'heure, en moyenne en cycle de 2 ans, et qui peut aller à 4 ans. 2 ans parce que on s'adresse, comme je vous l'ai dit, plutôt à des très petites entreprises avec quand même des incertitudes, une difficulté finalement à analyser, à établir de façon forte et fiable, suffisamment solide des perspectives qui font qu'on... Daniel. Juste oui, sur le fléchage, parce qu'au début de rééchelonnement, on a eu ce fléchage qui était donné par le comité national de la sortie de crise. Il y avait les PGE de moins de 50 000 € qui pouvaient être traités par la médiation du crédit. Et puis après, on avait un fléchage. Il y avait le secrétaire du comité départemental à la sortie de crise, en fait, le secrétaire de la CCSF, était censé orienter soit vers la médiation du crédit, soit vers la CCSF, soit vers le CODEFI, soit vers le tribunal de commerce. En fait, j'ai toujours pas compris ce fléchage, parce que les seules possibilités de réchaînement de PGE, c'est soit la médiation du crédit, et on a dit que c'était pour les PGE de moins de 50 000 €, soit un accord de conciliation constaté ou homologué. Donc, passer par la CCSF pour aller négocier un réchaînement de PGE, ça ne sert à rien parce qu'ils ne sont pas compétents.
passer par le CODEFI, ils peuvent accorder des prêts bonifiés, mais ils ne sont pas compétents pour renégocier les PGE. Donc en fait, on voit que, dit autrement, mais dit de façon compliquée, le seul, pour les PGE importants, la seule possibilité de rééchelonnement, c'est la conciliation constatée ou homologuée. C'est important de le dire. On peut peut-être parler maintenant de la conciliation. On va y venir. Oui, finissez. Donc il faudra peut-être parler à un moment donné aussi des implications en fait de ces restructurations en fait qui sont voilà, donc même si c'est dans un cadre amiable, dans le cadre de la médiation du crédit, c'est une restructuration du PGE. Donc c'est une restructuration et donc comme toute restructuration, elle se traduit par le classement en prêt non performant, en défaut concrètement, des concours bancaires de l'entreprise concernée. Donc concrètement, et on voit donc l'ensemble des implications, ça implique derrière ça potentiellement des difficultés d'accès c'est l'application de la réglementation européenne. C'est donc concrètement derrière, potentiellement, vous le savez, des difficultés d'accès à des financements ultérieurs. Donc et pour les entreprises qui sont cotées, qui ont une cotation en Banque de France, c'est également aussi une dégradation de leur cotation à un niveau non éligible au refinancement. Pour la médiation, ça concerne très très peu d'entreprises, puisqu'on est, comme je vous disais, plutôt sur les très petites entreprises. Donc, vous savez que pour la cotation, il y a un seuil de collecte en fait FIBEN qui est de 750 000 €. Le chiffre pour les entreprises est un chiffre d'affaires de 750 000 €. Mais c'est un point important en fait, et c'est d'autant plus important que, ça illustre bien l'importance le fait qu'on est vraiment dans une logique de cas par cas pour adresser les situations de difficulté pour lesquelles il y a aussi une capacité de rebond, et l'importance de cette implication en termes de restructuration fait que les médiateurs en fait du crédit de la Banque de France informent les dirigeants d'entreprise avant l'éligibilité de cet impact en termes de restructuration, des implications potentielles, et une fois que le dossier est éligible à la médiation, en cours de procédure, et notamment lors de la première réunion de médiation. Voilà, mais bon, tout ça, je vais essayer de ramener ça à quelques éléments chiffrés. Ça fait écho à ce que disait également Sabine tout à l'heure. Aujourd'hui, on a eu, et à ce que je disais en introduction, aujourd'hui, on a eu très peu de demandes de restructuration de PGE. On est à quelque chose de l'ordre de 250 fin juin, depuis l'ouverture de la procédure. Les choses vont peut-être évoluer par la suite, mais voilà. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Voilà. Pour le coup, les conciliations, ça commence à arriver, des demandes de conciliation pour des régions de PGE, ça commence à arriver, et ça n'arrive pas par les secrétaires départementaux à la sortie de crise, c'est plus les experts comptables, les conseils, la chambre de commerce qui dirigent les entreprises vers la cellule prévention des tribunaux de commerce. Donc on commence à avoir pas mal de cas, ça monte doucement. Et sur la cotation, le défaut, juste un petit mot, c'est que quand on fait des conciliations, il y a des restructurations de crédit. Alors je parle sous le contrôle des banques qui sont là. Les banques peuvent déclarer un défaut. C'est assez fréquent qu'elles déclarent un défaut dans le cadre d'une conciliation, mais elles ne sont pas obligées de le faire. Sauf que là, apparemment, elles doivent le déclarer pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'État. Sabine, peut-être sur clôturer. Normalement, tout réaménagement en fait est considéré comme un cas de défaut. En fait, la réglementation valoise, on ne fait pas par plaisir de décoter une société en interne et de la mettre en prêt non performant. C'est simplement une conséquence de la réglementation valoise qui nous est imposée, qui s'est renforcée au fil des années globalement depuis 2008, pour être très clair. Et c'est vrai que ce cas de défaut a des impacts non négligeables là où les banques qui sont amenées à réaménager. Puisqu'en fait, chaque banque qui réaménage est tenue de déclarer ce défaut.
Le fait d'être en défaut, déjà on a une période probatoire d'1 an, et puis ce défaut est parfois maintenu selon les situations pendant toute la durée du réaménagement. Donc plus le réaménagement est long, plus la situation perdure, et plus la difficulté de l'entreprise à trouver dans ces banques-là du financement futur persiste. Donc c'est vrai que c'est pas neutre, et très clairement le message qu'il faut passer aux dirigeants d'entreprise, c'est qu'on ne va pas au réaménagement du PGE, enfin n'importe quel réaménagement de dette d'ailleurs d'une manière générale, mais particulièrement celle-là, par mesure de confort. Hein. On est vraiment dans une situation où l'entreprise ne peut pas faire face dans l'avenir au remboursement de son PGE. Pour rebondir sur ce que disait Béatrice dans le cadre de la médiation, effectivement, les 2 premières personnes globalement que le dirigeant va aller voir quand il aura un sujet de remboursement de PGE, c'est son expert comptable, je pense, en tout premier lieu, pour avoir justement le conseil et l'analyse de la situation. La deuxième personne qu'il doit venir voir, et s'il n'a pas le réflexe, il faut absolument que les experts comptables le lui donnent, c'est d'aller voir son banquier ou ses banquiers concernés, pour pouvoir ouvrir le débat, le dialogue, avant même d'avoir le moindre impayé, parce qu'après la situation est beaucoup plus compliquée, donc il faut vraiment anticiper, ça c'est vraiment le message que je veux faire repasser. Il faut vraiment aller voir le banquier, lui expliquer qu'on a des difficultés, bien expliquer aussi, effectivement, alors on a dit il y a des critères, hein, ne pas être en état de cessation des paiements, ça c'est une première chose, ça c'est l'expert comptable qui pourra l'attester. Attester des difficultés, bon ça c'est parfois assez facile quand on regarde aussi la façon dont les choses se passent. Ce qui va être peut-être un peu plus compliqué, notamment sur les plus petites entreprises, c'est d'arriver à démontrer parfois la capacité de rebond et les perspectives commerciales ou financières qui permettront effectivement de se dire que l'entreprise peut être pérennisée et qu'on peut aller sur un réaménagement qui permettra effectivement de rembourser la dette. Mais on est vraiment dans ce dialogue-là et c'est extrêmement important de ne pas laisser la situation se dégrader et d'aller voir le banquier le plus vite possible avec le plus d'éléments et en étant, alors ça peut paraître un peu une formule bateau, mais en étant le plus transparent possible. Parce que plus on cache des choses, moins on fait avancer la possibilité de renégociation, de réaménagement et moins le dialogue peut être constructif pour la suite. Et ça c'est valable, je dirais, pour les petits dossiers sur la médiation, ce sera valable aussi pour ceux qui partiront pour des plus gros montants en conciliation. Tout à fait, c'est très clair. Et je pense qu'on a bien compris que le sujet principal était la discussion. Et c'est comme ça qu'ont été conçu le système du PGE et qu'est conçu aussi le système de sa restructuration, puisque tout le monde se doutait bien qu'en donnant 25% de l'ICA remboursé sur 6 ans, ça allait être difficile. Surtout que la crise qu'on estimait durer peut-être 12 mois, elle durait plutôt 24 et maintenant 36 avec ce qui se passe en Ukraine. C'est un autre débat, je pense, pas lieu de développer ici. Donc, on a bien creusé sur la médiation, et comme le disait Daniel, l'autre voie qui nous intéresse tous ici, pour renégocier le PGE, mais pas que, c'est la voie de la prévention, de l'amiable. Alors, Juliette, est-ce que tu peux nous brosser un peu le tableau de ce qui est ouvert aux entreprises, aux dirigeants? C'est bien intéressant. Ce que Sabine vous disait est très vrai. On va restructurer son PGE parce qu'on rencontre des difficultés. Après, la question, c'est l'identification des difficultés, et c'est clé, et c'est dès le départ, et ça s'anticipe. Est-ce que ce seront des difficultés d'ordre conjoncturel? Est-ce que ce seront des difficultés qu'on pourra plus qualifier d'ordre structurel? Et c'est là où on va se dire, on privilégie l'outil de la prévention ou une autre procédure, et on parlera après des procédures judiciaires. Parce que c'est vrai que si on regarde juste sur, on va dire, le gros du PGE, si vous êtes dans le cadre d'un PGE, vous avez utilisé les 2 ans de différé derrière les 4 ans, en fait, vous allez devoir rembourser chaque trimestre 6,25% du chiffre d'affaires en PGE, ce qui est énorme, et donc ça s'anticipe. Donc, on a la chance en France d'avoir de très bons outils de prévention, et la conciliation est un cadre formidable, parce que déjà, maintenant beaucoup plus connu des tiers, qui ne fait pas peur parce que confidentiel, et qui a un cadre privilégié pour négocier, mais qui est aussi limité dans le temps, comme vous le savez. Donc, quand on va restructurer son PGE, et ça vous a été dit, on ne va pas juste restructurer le PGE, on va regarder tous les crédits bancaires, et c'est une renégociation générale qui va intervenir. Et c'est dans ce cadre-là, défini par l'arrêté du 8 juillet 2021 et l'accord de place de 2022, qu'on va pouvoir avoir le maintien de la garantie de l'État, ce qui est bien sûr clé dans ce qui a été donné.
Donc concrètement, comment ça va se passer? La procédure de conciliation, elle est connue de tous. Voilà, je rappelle juste très rapidement les conditions cumulatives de l'ouverture. Le débiteur doit éprouver des difficultés juridiques, économiques, financières avérées ou prévisibles, ne pas être en taxation des paiements depuis plus de 45 jours et qu'il n'y ait pas eu de conciliation antérieurement dans les 3 mois précédents. Elle va être d'une durée de 4 mois plus 1 mois en cas de prorogation. Un conciliateur sera nommé par le tribunal. C'est une procédure juridique qui sera confidentielle, sauf en cas d'homologation, puisque le jugement sera publié, mais ne dévoilera pas les conditions de l'accord. Et l'issue, c'est l'accord constaté ou homologué. Les particularités peut-être maintenant liées au PGE et qui nous intéressent sont les suivantes. C'est que pour aller ouvrir une procédure de conciliation devant le tribunal, vous allez avoir besoin, vous, débiteurs, d'une attestation de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes sur l'impossibilité pour l'entreprise de pouvoir rembourser son PGE. Donc, il doit montrer un certain nombre de difficultés, voilà, sans être en état de cessation des paiements caractérisés. Sur la deuxième particularité, ce sera sur la durée. Donc là, vous êtes dans l'option où vous avez peut-être tiré jusqu'à 6 ans. Donc, quelle va être votre marge de négociation sur une restructuration? Vous pourrez demander 2 années supplémentaires et exceptionnellement 4. Et la dernière particularité, donc la première, l'attestation, la deuxième sur la durée que vous allez solliciter, et la troisième, c'est qu'une fois que vous aurez obtenu l'accord de tous les créanciers autour de la table, cet accord sera soumis sur un contrôle a posteriori de la BPI, qui regardera les engagements et les conditions de l'accord, constatés ou homologués, pour vérifier que toutes les banques partenaires ont bien partagé les efforts. Juliette, je t'interviens juste pas en pratique. Ça veut dire que quand on négocie dans le cadre d'une conciliation, on ne prendra pas seulement le PGE en négociation, il faudra reprendre tous les crédits de l'entreprise, tous les crédits significatifs, tous les crédits baux, et engager une négociation globale et normalement échelonner les crédits baux, les crédits en question de la même durée que l'échelonnement des PGE, comme elle a dit, donc 2 ans, plus 4 ans. Donc c'est intéressant parce que ça suppose une analyse fouillée de l'entreprise avec l'aide d'un bon expert comptable ou d'un cabinet d'audit, c'est indispensable. Donc c'est la particularité de cette négociation, qui est une négociation classique, discussion avec les banques et ça se passe très bien. Il y a un point que j'ai découvert aussi récemment, puisque c'est quand même un travail, on découvre au fur et à mesure, puisque c'est une actualité très récente, c'est que comme les banques doivent obligatoirement déclarer un événement de crédit s'il y a plus de 6 échéances à payer dans le cadre d'un PGE pour garder la garantie de l'État. Ça veut dire que quand on demande un standstill aux banques, les banques ne pourront pas accorder un standstill de plus de 6 mois avant d'obtenir l'accord constaté ou homologué, sinon elles auront un problème de garantie de l'État des vendeurs de crédit. Donc, moi j'ai découvert ça récemment, c'est une affaire spéciale qui m'ont dit ça. Une banque d'affaires spéciale qui m'a dit ça. Donc ça veut dire que pour la négociation, on commence souvent par un mandat ad hoc parce que, comme il a été dit, la conciliation est dans une durée limitée, 4 mois plus 1 mois, les dispositions Covid sont terminées, donc ça redevient dans cette durée assez courte. C'est assez court parce qu'il faut faire l'analyse de la société, obtenir les prévisionnels et négocier. Mais si on doit faire un mandat ad hoc, il va être assez court puisqu'on aura ce standstill qui ne pourra pas durer plus de 6 mois. Voilà ce que je peux. Et en temps d'expérience, le retour d'expérience que je peux avoir à ce stade, c'est que ça se passe plutôt bien, mais dans un cadre à peu près normal, qui n'est pas un cadre où on demande un abandon de créance aux banques. Là, je pense que ça serait plus compliqué. Tout à fait. Alors ça, on va y revenir sur les modalités de sortie. Ce qui est clair, et tu le rappelais, Daniel, c'est que il y a de plus en plus de conciliations qui sont ouvertes. Nous étions hier à un autre événement et un des juges au commerce à Paris disait que
a employé le terme raz-de-marée, je ne sais pas si c'est un raz-de-marée, il avait vu arriver une quinzaine de conciliations en 48 heures, ce qui lui paraissait un peu normal, et toutes basées sur un problème de remboursement PGE. Alors il y a la veille de l'été, c'est peut-être aussi ce qui motive les gens à y aller. Il y a peut-être ce sujet du nombre des échéances impayées que tu viens de mettre en avant, qui est assez nouveau, d'autres pouvoirs, mais on sait que la conciliation effectivement est très courte. Comment concilier tout ça? Alors, Sabine, peut-être quelques commentaires sur la partie banque, parce qu'il va falloir aller vite donc, quand même, et ça c'est dans la main des banques souvent la vitesse. Tout à fait, on peut repartir sur ce que je disais tout à l'heure, parce que la situation finalement n'est pas tellement différente quand on doit partir en médiation pour un petit PGE, quand on doit partir en conciliation pour un plus gros. La clé, ça reste l'anticipation, y aller le plus possible avec, si possible, pas d'échéance impayée ou le moins possible, on est très clair, ça sera beaucoup plus facile. Après, sur la conciliation en tant que telle, la négociation, ce sera une négociation classique, c'est-à-dire que les banques autour de table vont accepter de consentir des efforts, alors dans un cadre un peu limité, effectivement, en termes de durée, parce que on va aussi être très clair sur le sujet, aucune banque n'est prête à réaménager en perdant sa garantie sur du PGE. Donc autant sur des crédits où on a des garanties qui sont un peu moins puissantes, parfois on fait des efforts et on n'est pas limité en durée et on sait qu'on est de toute façon pas toujours très bien garanti, donc on fait avec. Là, la garantie d'État est 90%. On sait aussi par expérience, puisqu'on a eu quelques cas de mise en jeu, que BPI au début contrôlait assez peu. Aujourd'hui, il contrôle énormément. Il contrôle quasiment de manière systématique tout ce qui est au-dessus de 100 ou 150 000 euros. Et c'est la méthode BPI classique, c'est-à-dire que, comme pour les prêts qui étaient garantis avant dans d'autres circonstances par eux, la moindre virgule de travers, effectivement, est une cause de remise en cause de la garantie. Donc voilà, on est dans un schéma où on est prêt à négocier, avec tout le monde, c'est-à-dire que toutes les banques, tous les crédits, c'est ce que disait Daniel, y compris en mettant autour de la table, quand c'est nécessaire, la CCSF pour les créances publiques ou un certain nombre d'autres choses. On ne peut pas exclure, on est dans une négociation de conciliation qu'on demande aussi parfois des efforts aux dirigeants ou aux associés. Ça fait partie aussi de la règle globale où on partage, je dirais, les risques et les efforts pour essayer de surmonter ces difficultés. Donc voilà, on est dans un cadre de négociation assez classique avec quelques particularités. La charnière clé, c'est effectivement qu'aucune banque n'est prête à aller perdre sa garantie. Et c'est vrai que tout à l'heure, on évoquait les sujets d'abandon. On pourrait évoquer après plus tard, je pense, ceux de conversion. On va avoir des vrais sujets parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter, Juliette, par rapport à ton appréciation sur la procédure de conciliation et sur ces développements récents qui mettent en avant peut-être que effectivement, comme ça va être une conciliation assez traditionnelle en fait. C'est ça. Comme on la connaît, mais il y a ce problème de garantie de l'État. Ça change un peu la donne. Ouais. Je pense que c'est quelque chose de nouveau. Moi, pour les gens autour de la table, il y a beaucoup de questionnements qui se posent sur la manière de ne pas la perdre. Oui, tous les praticiens effectivement s'interrogent pour savoir aussi comment être créatif par rapport aux typologies de dossiers qui peuvent arriver sur le maintien et les solutions de retournement pour l'entreprise. Mais voilà, après, comme le disait Alexandre, ça reste un outil qu'on connaît très bien, qui est classique. Donc, il y a les trois particularités que je vous ai mentionnées, mais après, il faut garder nos bons réflexes de praticiens, anticiper et construire les prévisionnels d'activité par le biais de l'expert comptable, d'un IBR, donc tout ça de manière tendue dans le temps puisque la conciliation est limitée, mais on vous l'a dit, on est plutôt d'avis d'anticiper avec la conciliation que d'ouvrir un mandat pour se donner la structure du dossier puis aller en conciliation, parce qu'en fait on a vu qu'avec la remarque de Daniel, c'est pas forcément le temps de la restructuration des PGE. Donc voilà, après sur les sorties, Alexandre va vous en parler, des possibilités de comment être inventif et sur la restructuration. Exactement, tout le monde essaie de savoir comment on fait avec cet objet, avec les problématiques bancaires. On a bien compris, Daniel, la possibilité d'augmenter de 4 ans. Ça reste une conciliation, de toute façon, un remboursement à 8 à 10 ans. Donc c'est assez traditionnel.
le gros sujet qu'on entend aujourd'hui et qu'on peut voir, c'est ok, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? On entend parler effectivement beaucoup d'abandon important du PGE, mais pas des autres concours, avec clause de retour à meilleure fortune sur le PGE. Ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup et qu'on va commencer à voir, avec une différenciation entre les concours, parce qu'effectivement, rembourser. La discussion n'est pas que autour du PGE, elle est autour de l'ensemble des dettes bancaires. Vous avez compris que effectivement, le dirigeant qui va franchir la porte des tribunaux, il faut bien lui expliquer et bien qu'il comprenne. On ne va pas que discuter du PGE, et ça, Daniel l'est parfaitement, et Samy également. Et d'ailleurs, je pense que c'est même sujet d'autorisation de crédit. On discute de tout. Si on discute de tout, ça veut dire qu'il faut tout mettre sur la table. C'est une procédure donc qui va être plus complexe, plus longue. Je peux souscrire à l'importance fondamentale de travailler avec un expert comptable, et je dirais même plus avec un expert comptable spécialisé ou des sociétés dont c'est le métier de produire des analyses et des prévisionnels. Parce que l'expert comptable n'est pas toujours, traditionnel, n'est pas toujours en mesure de faire cela. On sait qu'on a, et on en a autour de la table aujourd'hui, des gens dont c'est le métier qui interviennent et qui sont capables, lorsqu'il y a une situation de crise, d'établir rapidement un projet de prévisionnel qui tienne la route. Et on l'entendait encore récemment, dans les conciliations aujourd'hui, on demande ce prévisionnel 24 mois, et il est analysé de façon très fine par le commissaire et les organes, entre guillemets, dont le conciliateur, beaucoup plus, je pense, qu'avant. Et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, notamment parce que, ça ne peut pas dire le contraire, la situation économique et conjoncturelle, elle est extrêmement différente d'il y a 12 mois. On a une guerre en cours, on a effectivement une inflation qui est très forte, on a une augmentation des prix des matières premières et de l'énergie qui est sans précédent. Alors peut-être que ça ne va pas durer, mais en tout cas, elle est bien là. Ouais. Alors là, c'est vrai que le prévisionnel de 24 mois ou 36 mois, par les temps qui courent, c'est extrêmement compliqué. C'est difficile. Exactement. Non, mais il est demandé. Oui. Et il est analysé. Alors bon, voilà, sachez-le, voilà, je pense que les tribunaux seront bien évidemment attentifs à l'effort et il y aura toutes les réserves d'usage. Mais néanmoins, ça obligera sans doute les professionnels qui font ces prévisionnels à prendre des précautions. Peut-être, avant, on voyait des prévisionnels qui étaient quand même, parfois en conciliation, relativement positifs ou optimistes. Je pense qu'il y aura sans doute un retour au réalisme, peut-être des sujets dans la salle, peut-être nécessaires pour éviter de partir. Et donc, du coup, ces sujets, effectivement, Sabine, de qu'est-ce qu'on fait avec ces masses de dettes, est-ce qu'on ne va pas devoir revenir, comme on a connu ça il y a 5 et 10 ans, à des logiques d'abandon, mais qui du coup ne sont pas que du PGE, mais plus larges. Aussi l'importance des fonds propres, retrouver effectivement du cash. Alors on va parler de nos monnaies tout à l'heure, mais aussi des actionnaires qui doivent remettre au coup. Ça c'est important. Je pense qu'effectivement dans la négociation, aujourd'hui on voyait beaucoup d'aides, beaucoup de restructuration où c'était les financiers qui faisaient leur effort. Et les actionnaires, pour l'interrogation, on va peut-être avoir un retour à l'actionnaire, on va falloir taper à la porte et voilà, est-ce que vous êtes prêt à remettre au pot? Ça, c'est un débat de genre. Et après, il y a aussi, alors là, ça concernera peut-être plus les grandes sociétés, l'idée de doit-on, à un moment, convertir? La conversion de la dette, on sait que c'est quelque chose qui est un serpent de mer, mais maintenant de plus en plus. Alors, on l'a vu très récemment dans un dossier emblématique, Pierre et Vacances, avec la conversion de l'intégralité du premier PGE, 240 millions d'euros. Là, on est sur des dossiers de place, le dossier Syrie, mais néanmoins, ça c'est fait. Et quand ça commence comme ça, on peut imaginer, on l'a beaucoup évoqué aussi pour les sociétés cotées, c'est un peu particulier, mais en tout cas, on peut imaginer que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Alors on sait, les établissements bancaires, on peut le dire, n'apprécient absolument pas la logique de conversion, c'est pas leur, mais on peut avoir des deals, on peut avoir des montages avec conversion, cession de dette, puisqu'on sait aujourd'hui qu'a priori, on ne peut pas céder ce PGE, entre guillemets, sur le second marché. Sinon, on perd la garantie d'État. Pour l'instant.
Mais est-ce que ça va évoluer? C'est tout à fait possible, puisque c'est à la main de Bruxelles, mais aussi de l'État, et la pression pourrait devenir forte, même si on ne parle que d'un pourcentage réduit d'entreprises, les masses financières sont importantes. Et on ne peut pas laisser péricliter certaines entreprises. Il y a de l'emploi derrière, c'est l'attachement du gouvernement, on maintient l'emploi. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ces sujets. Avant de passer à la suite, donc, traiter de la conciliation, mais la conciliation ne fait pas tout. Et si la conciliation, souvent on libère, souvent on l'a revue, on s'aperçoit que ça ne passe pas, et il reste une arme un peu plus nucléaire, qui est la procédure collective. Est-ce qu'on va voir, Juliette, revenir des procédures collectives en masse? Oui, alors c'est vrai qu'on privilégie bien sûr la conciliation, mais pour les dossiers qui n'auraient pas la possibilité d'être dans ce cadre-là, bien évidemment, on utilise des procédures collectives, et cette voie judiciaire est celle qui convient d'emprunter. Alexandre vous le disait, la crise économique qui est la conséquence à la fois de la crise sanitaire, mais surtout là du conflit ukrainien, fait qu'il y a des secteurs qui vont être touchés, qui n'ont pas été ceux qui étaient touchés pendant la crise sanitaire, qui sont de toutes autres industries. Et donc, pour ces dossiers-là, se posant la question de la sauvegarde et du redressement, et après, j'ai envie de dire, dans ce cadre-là, est-ce qu'on sera dans les dossiers, la typologie classique, transposition de la directive, donc sur les procédures classiques, on est en dessous des seuils, ou avec les classes de parties affectées, en application de la loi française à jour de la transposition de la directive. Donc, si on est dans les procédures classiques, j'ai envie de dire, rien de nouveau, donc on connaît la structure des dossiers, comment un plan peut ou pas être arrêté, voilà, avec la durée de la période d'observation. Je vais peut-être plus m'attarder sur les procédures issues de la transposition de la directive. Je vous rappelle les seuils, mais vous les connaissez déjà tous. C'est 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou 40 millions de chiffre d'affaires net. Et puis bien sûr la possibilité d'utiliser facultativement ces procédures si on est en dessous de ces seuils. Voilà, on anticipe tous les difficultés que peuvent créer la constitution des classes de parties affectées, mais ça Daniel, je pense, vous en parlera, puisque c'est lui en tant qu'administrateur judiciaire qui sera amené à les constituer. Ce qu'on peut se dire peut-être, c'est qu'un attrait, dans le cadre, si on fait juste ce focus sur la restructuration des PGE, l'intérêt d'aller sur une procédure collective, c'est qu'avec le privilège de post-monnaie qui a été désormais implémenté, ça peut aussi être un outil dans le cadre de la restructuration du PGE, c'est-à-dire que vous aurez la trésorerie, vous pourrez avoir ces financements-là pour vous donner le temps de la restructuration avec les établissements bancaires et trouver des solutions. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on pense que ça va être aujourd'hui, en tout cas pendant les 6 premiers mois qui vont arriver, pas le gros des dossiers, ça restera ceux de la conciliation, mais je cède la parole à Daniel qui nous parlera, je pense, plus précisément des enjeux de la transposition. Ouais, effectivement, donc il y a les plans classiques qu'on connaît tous, avec le plan de sortie de crise qui s'est rajouté, qui est un plan qu'on doit élaborer en 3 mois, mais les procédures de traitement de sortie de crise, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est le même mécanisme. En fait, on impose aux créanciers un délai. On peut négocier d'éventuels abandons de créances contre paiement comptant vis-à-vis des banques soumises à la garantie de l'État. Il y a toujours ce problème d'abandon de créances. Peuvent-elles l'accorder? C'est pas gagné. Donc, en plan classique, on ne peut pas imposer des abandons de créances sans l'accord du créancier, au moins tacite. Maintenant, on a cette nouvelle procédure de classe de parties affectées. Alors, moi, je me souviens que quand ça a été à la rentrée, on nous a un petit peu avant, 2021, ça nous était présenté comme un outil des créanciers, c'était un rééquilibrage en faveur des créanciers. Mais dans les faits, puisque on commence à avoir des exemples, dans les faits, effectivement, c'est bien pour les créanciers qui ont une garantie, une sûreté réelle, mais ça peut être aussi un outil pour
écraser de la dette et obtenir des abandons de créances qu'on ne pourrait pas obtenir par ailleurs. Et le côté facultatif de la chose, c'est pouvoir demander au juge commissaire, même si l'entreprise n'atteint pas les seuils, de passer par des classes de parties affectées. Donc ça montre que c'est quand même un outil sur lequel qu'on peut utiliser. Parce que si on veut présenter un plan et qu'on n'a tout simplement pas la capacité de remboursement, de payer tout le passif. Il y a un exemple donc, récent au tribunal de commerce de Lyon. Donc c'est un jugement qu'on a, je ne sais pas si certains ont eu le temps de regarder, qui est tout récent et qui date d'il y a moins de mois, qui montre que dans le cadre d'une négociation de classe de parties affectées, le tribunal a arrêté le plan sans l'accord de tous les créanciers, en particulier de la classe des établissements financiers, et c'est le cross-class cram down, donc l'écrasement d'une classe par le tribunal, et on a quand même eu la surprise d'avoir la classe des établissements financiers à qui on a imposé un abandon de créance de 85%. 85%, et apparemment l'essentiel de la dette était constitué de PGE. Donc à voir, l'idée c'est pas non plus de vouloir à tout prix faire obtenir des abandons de créance si le plan peut passer autrement, mais si le plan ne peut pas passer sans abandon de créance, on a ce nouvel outil à disposition, à voir comment l'exploiter. Très bien, merci Gaël. Ça mérite peut-être une réaction, alors, parce qu'on parle beaucoup d'abandon de créance, donc bon, sans viser aucunement, mais bon, d'un point de vue très De manière générale. Voilà. Et effectivement, quand on a commencé à parler des classes de parties affectées, on s'était bien dit que ça pouvait être un choix entre les seuils, et on l'avait plutôt anticipé comme quelque chose qui pourrait faciliter quelque part une forme de négociation avec les créanciers dans les procédures collectives. On s'aperçoit effectivement sur la première affaire qui sort réellement que c'est un peu le contraire et que ça ne favorise absolument pas les créanciers. Alors après, là, je n'ai pas pris connaissance de ce jugement-là, mais quand j'entends effectivement qu'on a réussi à aboutir à un écrasement de 85% des créances, essentiellement du PGE, ça veut dire effectivement avec des implications sur la garantie d'État derrière. Voilà, j'espère que ça restera un dossier un peu exceptionnel parce que sinon ça risque de poser d'autres difficultés ultérieurement d'une manière générale sur l'octroi de crédit, parce qu'effectivement des créanciers qui vont se faire régulièrement écraser de cette façon-là vont avoir un peu de mal derrière à regarder certains dossiers et à continuer à financer l'économie, ce qui serait quand même un peu dommage. On peut aussi imaginer qu'il y a des dossiers exceptionnels et qu'on va rééquilibrer un peu les choses. Je pense que c'était aussi un peu le sens de la loi. Après, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de choix de ce type de négociation en dehors des seuils minimaux. Voilà, on verra. On n'a pas beaucoup de recul pour l'instant sur cette nouvelle réglementation qui est sortie il y a quelques mois. L'idée, c'est quand même, on va le redire une dernière fois, de commencer par anticiper, d'essayer au maximum de gérer ça dans les cadres médiation et procédures amiables. Et après, quand on va sur des procédures collectives, on sait très bien que dans les classiques, on peut nous imposer le plan. On va juste rappeler une chose, étaler de la dette sur 10 ans, puisque c'est le maximum, même pour les PGE, on peut monter à 8 ou à 10. D'une manière générale, étaler de la dette sur 10 ans, c'était assez rare en conciliation d'aller à 10 ans. C'était courant, effectivement, 10 ans, voire 15 ans dans certaines activités en collectif. Là, il faut quand même se remémorer la particularité du PGE. Le PGE, c'était quand même certes un prêt moyen terme au départ, mais qui est venu financer de la trésorerie un peu courante, soutenir la trésorerie des entreprises. Donc là, quand on imagine qu'on est en train d'étaler sur 10 ans de façon un peu plus habituelle des dettes de trésorerie qui sont quand même plutôt court terme normalement, voilà, ça pose aussi d'autres questions. Après, c'est lié à une situation exceptionnelle. Le problème, c'est qu'on se demande un peu où on va, parce que la situation exceptionnelle Covid qui a duré 2 ans alors qu'on pensait qu'elle durerait quelques mois, derrière s'enchaîne effectivement une situation exceptionnelle de remontée de l'inflation, des hausses de matières, des hausses d'énergie avec la crise ukrainienne. Et on se dit, on enchaîne les crises sur les crises et on met des dispositifs exceptionnels en place sans arrêt. Après, quand on parle de perte de la garantie d'État, notamment dans les cas de conversion ou d'abandon,
Je pense qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement va sûrement se saisir aussi de la question si les dossiers se multiplient, parce que les banques vont aussi, je pense, réclamer la possibilité d'avoir un certain nombre d'aménagements sur ces cas-là quand on ne peut pas faire autrement. Après, le gouvernement n'est pas le seul maître, puisqu'on est dans un dispositif aussi qui est quand même largement encadré par l'Europe. Et on était dans un dispositif exceptionnel, et jusqu'où l'Europe va remettre du dispositif exceptionnel, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de visibilité les uns et les autres sur ce sujet-là. Oui, on peut imaginer qu'on n'est même pas à l'abri on sait qu'il y a des discussions en ce moment à Bruxelles. On peut imaginer qu'en France, il va y en avoir, en fait, ce qui se passe, même avec les élections récentes. On peut penser que chacun va vouloir privilégier et protéger son électorat, et on voit bien qui on parle. Il n'est pas impossible, puisque les discussions sont en cours, on sait qu'elles ne sont même pas bouclées à la veille de l'été, sur la manière dont on pourrait encore aider les entreprises, que des choses puissent évoluer. Maintenant, voilà, nous là, le sujet est circonscrit au PGE déjà octroyé. Effectivement, on parle quand même au bas mot d'à peu près 50 000 entreprises qui vont souffrir, et dans ces 50 000, sans doute d'à peu près 10 000 qui concerneraient des PME de belle taille qui sont souvent aussi nos clients. C'est bien pour ça qu'il faut être ingénieux et arriver à trouver des issues, sachant qu'effectivement, le cas de la procédure collective est particulier, et des plans encore plus, puisque c'est bien que, ça Daniel l'a rappelé, malheureusement, peu d'entreprises arrivent au bout de ces fameux plans. Souvent, avant, il y a des reprises, mais ça permet à l'entreprise de perdurer et peut-être de trouver une solution d'adossement et au final, c'est la clé de ne pas détruire trop d'emplois, parce qu'on sait que malheureusement, les créanciers sont, et encore c'est le cas aujourd'hui en France, placés un petit peu en retrait dans toutes ces procédures collectives. Sur les plans de redressement, il y a quand même un gros tiers d'entreprises qui arrivent au bout de leur plan de redressement après quelques soubresauts et péripéties, mais ça arrive quand même. Pour les plans arrêtés, si les premières années sont passées, il y a des chances que ça se termine bien. Oui. Très bien. Merci de ce rappel fort utile, et il faut être un peu optimiste. Alors, on arrive au terme de cette présentation. S'il y a des interventions, des questions, je crois qu'on est tous prêts à échanger, comme on le fait toujours. C'est un sujet qui est certes, on l'a vu, nouveau sur la partie PGE, sur la partie traitement du PGE. Sur le reste, c'est un sujet de conciliation qu'on maîtrise tous ici globalement bien. Mais questionnement, interrogation, c'est que les affaires spéciales travaillent beaucoup pour justement être au point, et c'est globalement le constat qu'on peut faire aujourd'hui dans les premiers échanges qu'on a avec ces services spécialisés des banques. On a bien compris, Sabine, qu'il fallait que le dirigeant, je pense aussi, passe la porte de sa banque et n'ait pas peur. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes du dirigeant, on le connaît tous. Et en ces temps particuliers, il faut vraiment effectivement qu'il aille voir son expert comptable, son banquier, et derrière qu'ils l'orienteront. Bien évidemment, on a parlé tout à l'heure de la CCI, qui était donc une filière un petit peu en front sur le fait de dire, allez voir un administrateur, allez au tribunal. On fait tous la promotion, bien sûr, de ces modes amiables, puisque on sait qu'ils fonctionnent souvent bien mieux qu'une procédure collective classique, et toujours cette notion d'anticipation clé. Alors on l'a beaucoup dit pendant le Covid, mais je pense que là il est temps de réaffirmer l'anticipation sauve énormément de situations. On a autour de la table des spécialistes de la transformation. On sait qu'aujourd'hui il faut être agile et que rien n'est acquis. On voit ce qui se passe dans l'automobile, on a vécu sur un cycle, et puis maintenant on arrive un petit peu effectivement au cycle. La France est un pays qui va forcément être extrêmement touché. Voilà, je pense qu'il faut se réinventer. Peut-être que la réindustrialisation, la réinternalisation de certains process va aider, mais en tout cas, pour les entreprises existantes, il faut être au front. Est-ce qu'il y a quelques interrogations ? Est-ce que vous pourriez revenir sur
mais on excluait assez facilement finalement les crédits. Est-ce qu'on a toujours cette liberté et qu'il faut juste se poser la question, ou est-ce que vraiment on doit obtenir aussi la nécessité d'aller discuter avec tout le monde? On reste dans le cadre d'avant. C'est une règle un peu. C'est la raison de cette renégociation d'ensemble, c'est que l'échelonnement sera soumis ensuite au contrôle a posteriori de la BPI qui va vérifier si tous les établissements financiers ont fait les efforts. Donc on n'a pas de règles très précises, mais comme on nous dit qu'il faut faire, que tout le monde doit faire des efforts, moi dans les dossiers de conciliation, j'essaie de voir ce qu'il y a des crédits beaux significatifs et on demande un échelonnement. Pardon, excusez-moi. C'est une petite nuance avec la médiation, puisque dans la restructuration amiable, dans le cadre de la médiation, effectivement, sont embarqués l'ensemble des crédits bancaires en maturité, mais à l'exception du crédit bail, de l'encaissement financière et de la facturage. Oui. Merci Théma, merci aux intervenants pour une présentation qui était très claire. En matière d'abandon de créance, même si en pratique on les voit quand même assez peu, quel va être le niveau de garantie de l'État? Un banquier prête 100 000 € décide d'abandonner 20% de votre créance, ça peut arriver chez les jeunes. L'État intervient et si oui, à quelle hauteur? Je sais que c'est 90%, mais c'est un peu la question, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de réponses aujourd'hui. Donc on espère vraiment que l'État, via les fédérations des banques notamment, va se saisir de la question. Je pense qu'ils s'en saisiront que s'il y a un ou deux dossiers un peu emblématiques sur le sujet avec des abandons, mais aujourd'hui on n'a pas la réponse. Aujourd'hui on ne sait pas si on conserve toute ou partie de la garantie d'État en cas d'abandon. Que banquier, vous auriez quelle lecture des textes? Aujourd'hui les textes ils sont quand même assez restrictifs sur la garantie d'État, donc dès qu'on touche en dehors du cadre vraiment défini, légal de réaménagement, alors soit à l'intérieur des 6 ans, soit au-delà dans les conditions qu'on vient d'évoquer, on n'a aucune précision. Donc, la lecture, j'ai un peu de mal à l'avoir parce que je crains fort que demain, si on abandonne, on perde la garantie d'État. Ou alors on en revient au droit commun. Le droit commun, c'est que la caution, on va appeler ça une caution, peut se prévaloir, je dirais, en tant qu'accessoire. Oui. Toute la question est de savoir si l'État est une caution classique. Parce que justement, si vous me permettez d'interpeller peut-être Estelle, dans ton dossier BCM, donc, le dossier BCM, qui nous a envoyé le jugement sur justement l'engagement d'écrasement interclasse. Il y a eu un abandon forcé de la part des banquiers. On connaît les suites finalement de l'intervention de connaissance, mais moi, logiquement, s'il y a un abandon une banque, une partie de son emprunt, un PGE, nécessairement la garantie d'État tombe. En tout cas, sur la partie abandonnée, puisqu'elle l'a abandonnée. Oui, mais attention, parce que là, il y a deux choses différentes. Parce que là, on parle de procédure collective. Parce que abandon de créance dans le cadre de conciliation, c'est pas abandon de créance dans le cadre. C'est pas un abandon de créance imposé dans le cadre des procédures collectives. Dans le cadre des procédures collectives, les banques, au début, il y a un événement de crédit et elles touchent une indemnité provisionnelle. Donc, si après le tribunal leur impose un abandon de créance, c'est pas pareil qu'un abandon de créance négocié qu'elles auraient négocié elles-mêmes, qu'elles auraient accordé, et après avec la BPI qui contrôle si elles avaient vraiment raison de l'accorder. Je pense que on est dans deux procédures très différentes. Hein. Il y a une partie qui est imposée, une partie qui est volontairement. On n'a personne de la BPI ici, mais je pense qu'il faudra poser la question. C'est évident, ça va venir très très vite. Dans un abandon consenti, aujourd'hui, on ne sait pas comment BPI, pour le compte de l'État, va apprécier derrière les critères qui ont conduit à l'abandon. Parce que les banques vont avoir certains critères pour se dire, ben voilà, on va abandonner de façon consentie pour telle et telle raison. Est-ce que ces raisons vont être validées, entre guillemets, par BPI? On n'a pas de recul aujourd'hui. Cas par cas de la situation. Oui, complètement. Après, voilà, on est aussi sur des dossiers qui seront vraiment pour le coup du cas par cas. Ça reste des dossiers assez exceptionnels aussi. Heureusement, on n'abandonne pas sur la majorité des dossiers. Ça pose quand même une question presque philosophique sur le fait que, je dirais, la vision économique, juridique, peu importe, en tout cas que le banquier peut avoir du dossier, que vous avez toujours eu. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez dans la viabilité ou pas de l'entreprise, et donc par voie de conséquence, est-ce que vous acceptez ou pas de consentir à des délais ou des remises? Finalement,
finalement, c'est plus vraiment cette indépendance que vous avez, ce regard que vous avez entre vous-même et votre comité, c'est est-ce que derrière, la garantie de l'État va pouvoir me couvrir ou pas? Ça pose quand même un certain nombre de questions sur le regard que vous portez sur la viabilité économique de l'entreprise. Parce que finalement, c'est parce que je vais toucher la garantie de l'État. Ça pose un sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Clairement. Et alors, est-ce qu'il y a un sujet à abandon de créance dans le cadre de la renégociation devant la médiation du crédit, ou est-ce que c'est totalement exclu? Merci, merci pour cette question, j'allais apporter la précision. Non, pas du tout. En fait, dans le cadre de la médiation du crédit, la restructuration PGE, comme je disais, elle est très encadrée, et donc c'est un réaménagement. Voilà. Un réaménagement, donc un allongement de la durée, avec comme je disais, en privilégiant une durée de 2 ans qui peut aller au-delà des 6 et qui peut aller jusqu'à 4. Donc non, c'est un débat hors médiation du crédit. Une question supplémentaire, Jean-Pascal Beauchamp, y a-t-il dans les logiques de prévention pour les banques le fait de demander à toutes les entreprises qui étudient un update de leur business plan? On sait tous que les business plans qui ont été remis pour l'obtention des PGE en mars, de mars à janvier 2020 sont tous faux. Ça ne fait pas les hypothèses qu'on fait aujourd'hui. Donc est-ce qu'une logique ne serait pas de demander à un business plan PGE pour voir si vraiment ils ont en capacité de passer les prochaines années? Alors aujourd'hui, on n'est pas dans un update systématique et une demande systématique à toutes les entreprises qui ont des PGE. Alors notamment parce que dans ces entreprises, vous l'avez compris, il y a quand même beaucoup de très petites entreprises qui ont eu des PGE de montant assez modéré et qui ne sont pas forcément, avec leur seul expert comptable et leurs dirigeants, en capacité de le faire de façon, on va dire, fiable, crédible, voilà, pour nous orienter. Après, les sommes en jeu ne sont pas non plus des sommes importantes, donc je pense qu'on va le faire, alors peut-être pas de façon systématique, mais en tout cas sur les dossiers un peu plus conséquents. On a quand même passé la consigne d'une manière générale dans les banques commerciaux qui rencontrent leurs clients. Bon voilà, on rencontre le client déjà au moins une fois par an à la remise du bilan. C'est aussi le moment de refaire un petit peu l'analyse complète de l'entreprise, une vision un peu à 360. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on va demander, je pense, aux dirigeants et aux financiers de l'entreprise de se projeter un peu sur un contexte qui a beaucoup changé, parce qu'effectivement, les business plans qui ont été faits il y a 2 ans ou même 1 an, ils n'ont plus beaucoup de validité. Et d'ailleurs, on a spontanément un certain nombre de clients qui reprennent contact pour refaire le point avec nous en nous disant mais voilà, j'ai des sujets d'augmentation de coûts de matière, de désorganisation de la production par des ruptures d'approvisionnement, de nécessité de surstocker pour justement éviter ces ruptures ou lisser les hausses de coûts, des hausses de coûts de l'énergie. Et donc spontanément on a pas mal de dirigeants quand la société est un peu structurée, on va dire, qui viennent nous parler de ces sujets-là. Alors, parfois, ils viennent aussi nous en parler parce qu'ils ont d'autres besoins et qu'au-delà du PGE qui a déjà été accordé, il peut y avoir de nouveaux besoins de financement. Certains ont mis de côté certains projets d'investissement pour se concentrer sur comment je gère justement cette situation de crise qui finalement perdure en fait et s'amplifie avec une crise qui s'enchaîne sur une autre et ça commence à être compliqué. On ne le fait pas de façon systématique, mais on va avoir, je pense, beaucoup quand même d'updates des BP dans les mois qui viennent. D'accord, merci. Oui, ça aurait d'ailleurs, compte tenu de la garantie de l'État, on aurait pu imaginer que dans les conditions d'octroi d'un PGE, il y ait une obligation de suivi. Parce que c'est l'argent public. C'est un peu étonnant. À l'époque où ça a été mis en place, c'était un one-off. On pensait qu'il y aurait un seul confinement, c'est tout. Fait. Après, on a vécu les différentes étages, les différentes vagues de Covid. En fait, ça revient à faire un peu de quantitative easing sur les portfolios des banques. Quand on voit le PGE Ukraine qui pousse encore, on va à 40%, ça semblerait évident qu'une obligation annuelle d'information spécifique soit imposée. Maintenant, c'est pas dans la logique française. On voit bien ça. Parce que c'est des frais, certes, mais bon, c'est des frais utiles. D'ailleurs, des PGE résilience, aujourd'hui, il y en a assez peu qui sont accordés parce qu'effectivement, on les regarde d'une façon beaucoup plus attentive parce que quand on a pour l'entreprise qui a déjà, je dirais, épuisé son enveloppe de PGE Covid et qui vient chercher les 15% supplémentaires, s'endetter à hauteur de 40% du chiffre, ça commence à poser des questions. Donc il y en a eu assez peu. Alors après, ce qui est en train de se passer, puisque on arrive au 30 juin, donc on arrive à la fin définitive du PGE Covid, on sait que le résilience va se prolonger pendant au moins 6 mois.
Donc on est un peu en train, sur certains qui sont encore venus nous demander du PGE un peu classique, de basculer en leur disant on va passer directement sur du résilience, parce que de toute façon, depuis quelques mois, les PGE qu'on mettait en place, même dans le schéma classique, c'était des PGE liés aux impacts de la sortie du Covid et de la crise ukrainienne. Enfin, c'est plus du tout le schéma d'il y a 2 ans où c'était arrêt d'activité et compensation de cet arrêt d'activité. Aujourd'hui, c'est vraiment les difficultés globales qu'on a évoquées au début. D'ailleurs, les 2 dispositifs PGE Covid et PGE Résilience prennent officiellement fin en juin. On entend dire que le PGE Résilience est prolongé. Est-ce que vous avez des informations? Aujourd'hui, on a l'information qu'il y aura une quasi-certitude qu'il va être prolongé jusqu'au 31 décembre. On n'a pas les conditions à partir du 1er juillet. Le décret n'est pas sorti. Il n'est pas impossible qu'il y ait certains critères qui repassent au tamis de la loi de finances. Et bon, compte tenu des élections et de la nouvelle assemblée qui va se mettre en place, on ne sait pas si on va garder les mêmes critères ou pas. Alors c'est pour ça que les quelques-uns qu'on a encore à faire, on essaye de les accorder, de débloquer avant le 30 juin. Comme ça, on est dans un cadre qu'on connaît. Il va y avoir un autre sujet, c'est qu'effectivement, on vit aussi une période, ça n'a échappé à personne, de remonter ces fulgurantes des taux. Et effectivement, il va y avoir des sujets, je pense, sur les futurs PGE Résilience s'ils sont prolongés, où les grilles de taux dans la période d'amortissement ne seront plus les mêmes que ceux qui étaient en vigueur sur les PGE classiques. De prolongation dans le temps, la hausse des taux, alors, ça, je ne sais pas justement. Aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de la première année, quand le client se positionne, effectivement, il y avait un accord de place quand même pour faire des taux qui étaient dans une fourchette, on va dire à peu près similaire dans tous les établissements. Il avait en fait sa projection d'amortissement et ses taux au moment où il se positionnait. Sur les réaménagements, en toute logique, on n'est pas censé majorer les taux non plus. Donc ça, je ne pense pas que ça aura lieu. Par contre, sur les futurs PGE, si effectivement le résilience est prolongé, je pense que la grille de taux sur la période d'amortissement ne sera plus la même, clairement. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité non plus. Ça semble logique. Ça semble assez logique, oui, effectivement. Les taux sont passés à plus de, pour certains, plus de 2% oui, particulier, donc on va être à 4,5. C'est que le début, je pense qu'à partir de septembre, ça va vraiment être extrêmement fulgurant. Dernière question peut-être? Oui, sinon c'est un commentaire. En fait, moi ce que je constate, j'ai eu ma première ordonnance de constat de PGE restructuré qui arrivait à l'échéance en mai 2022. Bon, au-delà quelques propos électoralistes, notamment de notre ministre de l'économie qui le 8 juin disait c'est un droit. Vous l'avez entendu sur RMC, alors après il a rétro-pédalé un petit peu dans la phrase qui suivait. Néanmoins, on continue, nous, praticiens, à faire de la pédagogie parce que les chefs d'entreprise qui viennent nous voir ont entendu ça. Non mais, clairement, c'est un droit. Bon, ça c'était avant le législatif. Néanmoins, je constate que finalement, c'est ni plus ni moins que les conciliations que nous avons l'habitude de traiter. Il n'y a pas de nouveauté. On réussit à négocier, tant mieux. On ne réussit pas potentiellement d'aider les phrases. Moi, ce que je constate néanmoins, c'est des petites frictions sur les standstills. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a. C'est nouveau, alors en réalité, c'est pas nouveau, on structure des crédits, mais on ne sait pas trop. On voit bien, les questions se posent sur les garanties, donc on ne sait pas trop. Le standstill qu'on avait à l'ouverture d'une conciliation jusqu'à la prochaine réunion, bah non, on vous donnera la réponse quand la réunion se tiendra. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis l'échéance tombe. Elle est tombée puisque la réunion, elle a eu 15 jours après, donc elle est tombée. Donc on obtient un standstill, néanmoins, jusqu'à la prochaine réunion, et on demande la contrepassation des écritures des PGE qui sont passées depuis la conciliation, donc on n'obtient pas. Ça, c'est nouveau. On obtenait ça jusqu'à présent. Donc il y a quand même, je dirais, des petits réglages effectivement à faire, et je pense qu'on doit tous faire de la pédagogie tous ensemble, tant vis-à-vis des dirigeants, vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème. C'est une conciliation comme on l'a connue depuis 2005, en réalité. On traite tous les crédits, on traite les crédits beaux, tout le monde doit être autour de la table, on a une unanimité, tant mieux, on l'a pas, on passe en procès collectif. Et c'est vrai que la communication qui a été faite au départ, alors que ce soit à la mise en place, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les 25% du chiffre en mars 2020, c'était pas un droit à tirage de 25% systématique sans aucun contrôle. Le réaménagement, c'est pas un droit à réaménagement sur la durée la plus longue. Tout s'étudie, c'est du cas par cas à chaque fois, que ce soit en médiation, que ce soit en conciliation. Voilà, on n'a pas de droit à tirage ou de droit à réaménagement. Mais c'est vrai que la communication qui a été faite autour a fait beaucoup de bien. Elle était un peu rapide, on veut être en soutien des entreprises et après on communique parfois un peu, on va revenir à un réalisme. Un peu vite. Un
réalisme économique que l'on connaît tous. En tout cas, je voudrais remercier effectivement tous les participants aujourd'hui, les intervenants qui ont effectivement explicité ce sujet qui va connaître sans doute des rebondissements intéressants dans les mois qui viennent et plus sûrement après l'été. Je vous rappelle juste, on a effectivement pour TMA encore demain un événement avec Toronto, un cocktail le 7 juillet, et puis beaucoup d'événements à la rentrée. Donc effectivement, ce sera un plaisir de tous vous revoir et de pouvoir continuer à échanger. Merci encore à Vercel de nous avoir reçus aujourd'hui. Et puis on se retrouve tous très rapidement pour d'autres événements. Et bel été à vous tous si on se revoit d'ici là. Merci beaucoup. Merci.